sommes dans la ville de Tampa en Floride. Personne ne le sait encore, mais aujourd'hui, le secrétaire à la défense des États-Unis, Donald Rumsfeld, est venu rencontrer en secret Tommy Franks, l'homme qui a dirigé quelques semaines plus tôt l'invasion américaine de l'Afghanistan. Mais si Rumsfeld est à Tampa, ce n'est pas pour le conflit afghan, mais plutôt pour parler avec Franks de la prochaine cible des États-Unis, l'Irak. En effet, depuis plusieurs années maintenant, le pays dirigé par Saddam Hussein est dans le viseur du secrétaire de la défense américaine, qui le considère comme l'un, si ce n'est le principal ennemi des Américains au Moyen-Orient et œuvre en coulisses pour provoquer sa chute. But no terrorist state poses a greater or more immediate threat to the security of our people and the stability of the world than the regime of Saddam Hussein in Iraq. Le problème, c'est qu'à l'époque, en novembre 2001, rien ne justifie une guerre contre l'Irak. Le pays n'a pas attaqué les États-Unis et surtout, contrairement à l'Afghanistan, aucun lien direct ne le relie aux attentats du 11 septembre 2001. Et c'est précisément pour ça que Donald Rumsfeld est à Tampa pour rencontrer Tommy Franks. Il veut absolument convaincre le général de se préparer à une nouvelle opération en Irak. Et lui expose alors les grandes lignes d'un plan, comment renverser Saddam Hussein sans déclencher une tempête diplomatique et médiatique. Pour cela, Rumsfeld remet à Franks un document rédigé dans le plus grand secret avec ses deux proches collaborateurs, Douglas Face et Paul Wolfowitz. Dans ce mémo confidentiel figurent plusieurs scénarios imaginés par le secrétaire de la Défense pour justifier une invasion de l'Irak. Faut-il parler des attaques de Saddam contre les Kurdes, inventer un lien entre l'Irak et les attentats du 11 septembre, ou plutôt convaincre l'opinion que le régime bassiste détient des armes de destruction massive? Mais le document ne s'arrête pas là. Qui doit faire partie de la coalition qui envahira l'Irak et au contraire, qui faut-il tenir à l'écart? Quel nouveau gouvernement installé après la chute de Saddam? Et surtout, quand lancer la campagne médiatique pour vendre cette guerre au monde entier? Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. So yes, there are contacts between Iraq and Al-Qaeda. Once Saddam has nuclear weapons, the terror network will have nuclear weapons. Doing nothing is no longer an option. He has aggressively sought to acquire chemical, biological, and nuclear weapons. You can't distinguish between Al-Qaeda and Saddam when you talk about the war on terror. The United States knows that Iraq has weapons of mass destruction. These are Arabs, 23 million of the most educated people in the Arab world who are going to welcome us as liberators. Either you're with us, either you love freedom and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. Il n'y a pas lieu de faire une guerre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire le désarmement de l'Irak. Mais avant de découvrir comment le gouvernement américain a vendu la guerre en Irak au monde entier, faut que je vous parle de quelque chose d'autre qui est vendu partout dans le monde, vos données personnelles. Car oui, vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, il existe un gigantesque marché d'achat-revente de données qui pèse plusieurs centaines de milliards de dollars. Au centre de ce système, on retrouve ce qu'on appelle des data brokers, des entreprises qui collectent vos données perso grâce à des fuites ou en les achetant, puis les transforment en un produit. Vos recherches Google, vos trajets GPS, vos achats en ligne, tout est collecté, croisé et ensuite revendu à des publicitaires, à des banques et parfois même à des gouvernements, comme l'explique cette enquête du Monde datant de début 2025. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez légalement exiger des data brokers qu'ils suppriment vos données personnelles. Le problème, c'est que c'est une démarche longue et qui prend du temps, surtout que des data brokers, il en existe des centaines à travers le monde. Et c'est là qu'Inconi, le partenaire de cette vidéo, intervient et effectue le travail à votre place. Concrètement, dès que vous avez créé votre compte sur la plateforme et donné votre accord, Inconi envoie automatiquement des demandes de suppression à tous les brokers qui détiennent vos données personnelles. Vous n'avez littéralement rien d'autre à faire. J'ai moi-même testé avec mes infos personnelles et outre le fait que j'ai découvert que mes données étaient entre les mains d'une cinquantaine de data brokers, j'ai pu suivre en temps réel l'avancée du processus de suppression. Cerise sur le gâteau, Inconi continue son travail en permanence, de sorte que si dans le futur de nouveaux data brokers apparaissent et tentent de vendre vos données, la plateforme envoie automatiquement une demande de suppression. Bref, Inconi est un outil extrêmement important si vous tenez à garder vos données personnelles privées et si vous voulez tester la plateforme, cliquez sur le premier lien dans ma bio ou bien utilisez le code MAXBELLONA pour obtenir 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Un grand merci encore à Inconi de soutenir la chaîne et je vous souhaite un bon visionnage. Au milieu de l'année 1973, un événement extrêmement important a lieu. La rencontre entre Richard Nixon, président américain, et Leonid Brejnev, secrétaire général du Parti communiste en URSS. Si les dirigeants des deux superpuissances mondiales sont réunis aujourd'hui, c'est pour signer de nouveaux accords de désarmement nucléaire et afficher leur volonté d'apaisement. Car oui, on est toujours en pleine guerre froide, mais dans une période qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de détente. Après les tensions explosives des années 60 qui ont frôlé plusieurs fois la guerre mondiale, Moscou et Washington tentent désormais de calmer le jeu. We shall continue to have great differences. But peace depends on the ability of great powers to live together on the same planet despite their differences.
Le truc, c'est que ce rapprochement diplomatique entre Washington et Moscou est très mal perçu par un petit groupe d'individus en train de devenir de plus en plus influents aux États-Unis, les néoconservateurs. Un terme que vous avez peut-être déjà entendu et qui désigne un courant politique né dans les années 60. À l'origine, les néoconservateurs sont des intellectuels, souvent de la gauche anticommuniste, mais qui vont peu à peu basculer dans le camp républicain. En défendant une idée extrêmement claire, face aux communistes, la diplomatie ne sert à rien. Les États-Unis doivent affirmer leur puissance, assumer leur rôle de leader du monde libre et, si nécessaire, imposer la démocratie par la force. Vous comprenez donc que durant toute la période de la détente, les néoconservateurs, représentés par des figures comme Albert Wolster ou bien le sénateur Henry Jackson, sont alarmés. Voir Richard Nixon traiter avec Léonid Brejnev est une catastrophe absolue. Pour eux, il ne faut collaborer avec l'URSS sous absolument aucun prétexte et, au contraire, continuer à s'armer le plus possible. À l'époque, les partisans du néoconservatisme pointent particulièrement du doigt une organisation, la CIA, qu'ils considèrent comme pas assez fiable et sous-estimant grandement les capacités militaires réelles de l'Union soviétique. Pour les néoconservateurs, il faut impérativement créer une sorte de groupe parallèle au service secret américain chargé de produire des analyses indépendantes qui montreraient que l'URSS est bien plus dangereuse qu'elle n'y paraît. L'un des grands partisans de cette idée est d'ailleurs un certain Donald Rumsfeld, qui devient secrétaire à la défense en novembre 1975 et est farouchement opposé à la politique de détente envers les soviétiques. They can be lulled into thinking that either, the Soviet Union and the United States are really not very different. They're just different systems. And that would be dangerous because there are fundamental differences. Dès son arrivée au gouvernement, Rumsfeld va donc fortement militer auprès du président Ford pour créer son espèce de groupe d'analystes indépendants de la CIA. Et au début de l'année 76, il va obtenir gain de cause. La Team B est créée, un groupe d'experts extérieurs à la CIA chargé de réévaluer la menace soviétique. Et vous vous en doutez, parmi les membres de cette fameuse Team B, il y a beaucoup de néoconservateurs, comme Richard Pipes, Paul Nitze et surtout Paul Wolfowitz, qui immédiatement se mettent au travail pour produire un rapport détaillé censé montrer que oui, l'URSS possède un arsenal militaire bien plus conséquent que ce que la CIA avait estimé jusque-là. Ce document est finalement remis en décembre 1976 et dedans le constat est très clair, le danger soviétique est imminent. La Team B commence par expliquer que, surprise, la CIA a grandement sous-estimé les capacités réelles de l'URSS, dont l'objectif caché serait de dominer le monde, qui utilise la détente et les accords militaires comme une couverture pour renforcer discrètement leur puissance, qui augmente drastiquement la production de bombardiers supersoniques, et surtout qui pourrait devenir une menace réelle pour les États-Unis et leurs alliés dès 1980. Bref, ce rapport de la Team B est très clair. Les États-Unis et la CIA ont grandement sous-estimé l'URSS qui se sert de la détente pour développer son arsenal militaire et pourrait même devenir une vraie menace d'ici quelques années. Et ce constat sans appel de la Team B va vite être partagé et massivement repris par le CPD, Committee on the Present Danger, un think tank néo-conservateur qui lui aussi défend l'idée que la menace soviétique est sous-évaluée et qu'il faut impérativement que les États-Unis se réveillent. Reprenant les conclusions du rapport de la Team B, le CPD va pendant des années adopter un ton apocalyptique, publier des études avec des titres comme Is America Becoming Number 2 et utiliser la presse pour faire infuser ses idées dans l'opinion publique. Mais c'est vraiment en 1980, avec l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan, que les thèses défendues par la Team B et le CPD vont réellement entrer à la Maison Blanche. D'abord juste parce que Reagan lui-même est un membre du CPD, mais surtout parce qu'il s'entoure dans son gouvernement de figures centrales du courant néoconservateur, comme Paul Wolfowitz, Richard Perle ou encore Paul Nitze, tous convaincus que la seule manière de gagner la guerre froide, c'est de l'intensifier. Dès son arrivée au pouvoir, Reagan applique donc cette vision. Il lance la désormais célèbre doctrine Reagan, augmente fortement le budget militaire américain et surtout décrit l'URSS comme le mal absolu. On apprendra des années plus tard qu'en réalité, les fameux rapports alarmistes et presque apocalyptiques produits par la Team B puis le CPD étaient largement surévalués, voire complètement faux. L'URSS n'avait pas d'armes secrètes, ne comptait pas attaquer les États-Unis incessamment sous peu et même leur arsenal militaire était largement moins impressionnant que décrit. Mais pour les néoconservateurs, qu'importe que leurs estimations se soient révélées inexactes. Pour eux, leur objectif est atteint. Avec Reagan, les États-Unis se sont massivement réarmés et l'opinion publique considère à nouveau l'URSS comme la menace absolue. Et même mieux, les néoconservateurs viennent de trouver la recette parfaite pour influencer la politique étrangère des États-Unis. Créer des groupes d'experts parallèles au service secret américain, diffuser leurs idées via des think tanks puissants, se servir de la presse pour influencer l'opinion publique et enfin avoir des membres influents au gouvernement pour pouvoir agir directement. Et personne ne s'en doutait à l'époque, mais c'est exactement cette méthode qui sera réutilisée 20 ans plus tard par les mêmes personnes pour débuter la guerre en Irak.
Kuwait is liberated. Iraq's army is defeated. Our military objectives are met. Fin février 91, le président américain George H.W. Bush s'adresse à la nation pour annoncer une nouvelle extrêmement importante. La guerre est finie, le Koweït est libéré. En effet, quelques mois plus tôt, en août, ce petit pays du Golfe Persique avait été envahi par son voisin, l'Irak, dirigé par un sulfureux dictateur, Saddam Hussein. Suite à cette invasion, une gigantesque coalition internationale avait été mise sur pied, dirigée par les États-Unis, et en février 91, l'opération Tempête du désert est lancée. En quelques semaines, le Koweït est libéré et l'Irak de Saddam subit une véritable humiliation militaire. Mais ce qui nous intéresse, nous, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre du Golfe, c'est pas tant le conflit en soi, mais plutôt ce qu'il va se passer après. Car une fois la guerre finie, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, Saddam Hussein n'est pas renversé et garde le pouvoir en Irak. Alors plusieurs raisons expliquent ce choix, notamment le fait qu'à l'époque, l'ONU avait autorisé la coalition à libérer le Koweït et à entrer en guerre, mais sûrement pas à envahir l'Irak. Ou bien également que les États-Unis craignaient de ne pas réussir à capturer Saddam Hussein s'ils décidaient de le destituer. Mais surtout, après la guerre du Golfe, les Américains sont presque convaincus que le régime de Saddam va finir par s'effondrer sur lui-même et que ce n'est qu'une question de temps avant que le dictateur irakien ne soit chassé du pouvoir. Mais vous connaissez les Américains. Même si après la guerre du Golfe, ils pensent que Saddam va se faire renverser par son peuple, ils peuvent pas résister à l'idée de donner un petit coup de pouce au destin. Dès le printemps 91, dans la plus grande discrétion, le gouvernement américain va commencer à faire quelque chose dont il a l'habitude, financer secrètement des groupes d'opposants à Saddam pour accélérer de l'intérieur la chute du dictateur. Pour mener à bien ce projet, les services secrets américains font appel au Rendon Group, une société de relations publiques qui va être chargée de mener des opérations de propagande contre le régime d'Hussein et surtout de créer de toutes pièces une opposition crédible aux dirigeants irakiens. En 1992, pour mener à bien cette mission, le Rendon Group décide donc de créer le Congrès national irakien, ou CNI, une sorte de coalition hétéroclite de plusieurs groupes opposés à Saddam qui vont avoir pour objectif de renverser le régime du dictateur irakien sous supervision bien entendu des États-Unis. Et à la tête du CNI, le Rendon Group va décider de placer cet homme, Ahmed Chalabi. Un escroc, littéralement. Un escroc responsable quelques années plus tôt de la faillite de l'une des plus grandes banques jordaniennes et qui fut condamné par contumace à 22 ans de prison pour fraude bancaire. Mais malgré ça, les services secrets américains et le Rendon Group ne vont pas hésiter à faire de Chalabi le chef du CNI et à lui fournir des millions de dollars chaque année pour l'aider dans sa quête de renverser Saddam. Et l'escroc va se montrer assez efficace, du moins sur le papier. Il structure le CNI, organise des rencontres avec plusieurs opposants de Saddam, notamment des chefs kurdes, et en 93, il met sur pied un plan ambitieux, The Endgame. Le but, provoquer une rébellion de chiites au sud de l'Irak et de Kurdes au nord afin de provoquer le chaos dans le pays et renverser Saddam. Et en 1995, ce plan va être mis à exécution, et une tentative de coup d'état menée par Chalabi avec le soutien de la CIA est officiellement lancée. Sauf que ce sera un gigantesque fiasco. Saddam découvrira le complot et suite à cet échec cuisant, les services secrets américains vont décider de prendre leur distance avec le chef du CNI, jugé comme peu fiable et contraint de s'exiler. Sauf que, si à ce moment-là, donc en 95, Ahmed Chalabi est tombé en disgrâce aux yeux de la CIA et du gouvernement américain, il y a un petit groupe d'individus qui lui, au contraire, continue de soutenir activement le chef du CNI. Et ces individus, ce sont nos fameux néoconservateurs. En effet, ces derniers font partie de la catégorie de personnes qui pensent que Bush aurait dû utiliser la force pour renverser Saddam après la guerre du Golfe, et que laisser le dictateur irakien au pouvoir est une erreur gravissime. Surtout que, dans l'esprit des néoconservateurs, maintenant que l'URSS est tombée, les États-Unis sont la seule puissance mondiale dominante et ils doivent s'atteler à renverser tous les pays hostiles à leur idéologie. En 1992, Paul Wolfowitz, qui est alors sous-secrétaire à la politique de défense, rédige d'ailleurs un rapport secret dans lequel on peut lire ceci. Le troisième objectif est d'empêcher toute puissance hostile de dominer une région cruciale pour nos intérêts, et ainsi de renforcer les obstacles de réémergence d'une menace mondiale pour les intérêts des États-Unis. Traduction, tout régime pouvant nuire à l'hégémonie américaine doit être renversé. Et dans le viseur de Wolfowitz se trouve bien évidemment Saddam Hussein. C'est pour cela que même après l'échec du coup d'état de 95 mené par Chalabi, les néoconservateurs, contrairement au reste du renseignement américain, restent proches du chef du CNI. Pour eux, il représente l'avenir de l'Irak et ferait pourquoi pas un futur président parfait à même de soutenir les intérêts américains au Moyen-Orient. Mais pour autant, les néoconservateurs ne sont pas dupes. Voilà plusieurs années que la guerre du Golfe a pris fin, Saddam est toujours au pouvoir et l'idée d'un renversement par le seul CNI sans aide militaire extérieure relève désormais de l'utopie.
Alors, les néoconservateurs décident de passer à la vitesse supérieure et vont, au fil des années, militer pour que les États-Unis ainsi que leurs alliés interviennent plus directement pour favoriser un changement de régime en Irak. Dès 1996, Richard Perle rédige par exemple A Clean Break, A New Strategy for Securing the Realm, un document à destination du tout nouveau premier ministre israélien, un certain Benjamin Netanyahou, et dans lequel on peut lire par exemple des choses comme « Israël peut déterminer son espace stratégique en coopération avec la Turquie et la Jordanie, en affaiblissant, en contenant et même en repoussant la Syrie. Cet effort peut se traduire par le renversement de Saddam Hussein en Irak. » Puis, en 1997, les néoconservateurs fondent le PNAC, Project for the New American Century, un think tank qui rappelle fortement le feu CPD et qui compte parmi ses membres des personnes comme Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz ou encore Dick Cheney. Officiellement, le but du PNAC, c'est de promouvoir le leadership mondial des États-Unis. Mais en réalité, ce think tank va surtout permettre aux néoconservateurs de faire avancer tout doucement leur grand projet, le renversement de Saddam. Et le PNAC a d'ailleurs trouvé un prétexte parfait pour justifier le fait qu'il fallait impérativement intervenir en Irak. Les armes de destruction massive, ou ADM. En fait, selon le PNAC, Saddam Hussein travaillerait en secret sur un programme pour construire des armes extrêmement dangereuses, qu'elles soient chimiques, biologiques et même nucléaires. Le 26 janvier 1998, certains membres du think tank formalisent d'ailleurs cette menace en envoyant une lettre au président Clinton dans laquelle ils expliquent que la seule stratégie acceptable est celle qui élimine la possibilité que l'Irak puisse utiliser ou menacer d'utiliser des armes de destruction massive. À court terme, cela signifie être prêt à entreprendre une action militaire car la diplomatie échoue clairement. À long terme, cela signifie renverser Saddam Hussein et son régime. En parallèle de cette lettre, les néoconservateurs vont aussi doucement commencer à utiliser les médias pour promouvoir l'idée qu'il fallait intervenir en Irak. Ils créent notamment leur propre journal, The Weekly Standard, dans lequel ils publient des articles on ne peut plus explicites appelant ouvertement à la guerre en Irak. Forcément, face à ces articles, l'influence grandissante du PNAC et la pression exercée par les néoconservateurs pour renverser Saddam, le gouvernement Clinton va finir par agir. En fin d'année 98, le Iraq Liberation Act est promulgué, faisant officiellement du changement de régime en Irak une politique des États-Unis. The hard fact is that so long as Saddam remains in power, he threatens the well-being of his people, the peace of his region, the security of the world. L'adoption de l'Iraq Liberation Act représente donc une avancée majeure pour les néoconservateurs. Le renversement de Saddam Hussein est désormais un objectif américain réel, près de 100 millions de dollars sont débloqués pour soutenir les opposants du régime irakien, mais pour autant, une opération militaire américaine est totalement exclue. L'administration Clinton ne veut pas intervenir directement en Irak, et les néoconservateurs le savent, si Saddam doit être renversé, ce sera sous un autre président américain. Le 20 janvier 2001, au terme de l'élection présidentielle la plus serrée et controversée de l'histoire, George W. Bush devient le nouveau chef d'État américain. Celui qui était encore un novice en politique il y a 6 ans hérite alors du titre d'homme le plus puissant de la planète. Enfin, en réalité, pas exactement. Je veux dire, oui, c'est bien George Bush qui prend la tête des États-Unis en 2001, mais dans les faits, pendant ses 2 mandats à la Maison-Blanche, celui qui tiendra vraiment les rênes du pays, c'est cet homme, le vice-président Dick Cheney. Cheney, c'est un ovni de la politique américaine, qui a commencé sa carrière à Washington dans les années 70 en devenant chef de cabinet de la Maison-Blanche de Gerald Ford, puis surtout secrétaire à la défense des États-Unis sous George H.W. Bush. Mais il y a surtout 2 choses très importantes à retenir concernant le vice-président américain. Déjà, vous vous en doutez, c'est un néoconservateur. Il fait littéralement partie des membres fondateurs du PNAC, et quand il débarque à la Maison-Blanche, il use de son influence pour favoriser la nomination de certains de ses alliés. Parmi eux, on retrouve par exemple Paul Wolfowitz et Douglas Feith qui deviennent numéro 2 et 3 du Pentagone, Elliot Abrams, nouveau conseiller de George W. Bush pour le Moyen-Orient, ou encore bien entendu Donald Rumsfeld qui accède au prestigieux poste de secrétaire à la défense des États-Unis. So when President Bush came to power, all those people who were advocating, supporting us, came to power with him. Mais surtout, la seconde chose extrêmement importante à savoir concernant Dick Cheney, c'est qu'il fut de 1995 à 2000 le PDG d'Hallyburton, une multinationale pétrolière présente dans une 60aine de pays. Autrement dit, le vice-président américain est un spécialiste de l'or noir et quand il arrive à la Maison-Blanche, il se donne comme mission principale de sécuriser l'indépendance énergétique des États-Unis.
Quelques jours à peine après l'investiture de Bush, Cheney crée notamment une commission, la National Energy Policy Development Group, dont le but officiel était de développer une politique énergétique nationale pour les États-Unis. Mais en réalité, le NEPD était une couverture. Officiellement, on parlait d'indépendance énergétique pour les US, mais en coulisses, Cheney a utilisé la commission pour se concentrer sur un sujet bien précis, l'Irak. Dès le début de l'année 2001, des documents internes de la commission montrent d'ailleurs déjà des cartes détaillées des champs pétroliers d'Irakiens et la liste des compagnies étrangères présentes sur place. Ajoutez à cela le fait que pendant de longues semaines, le vice-président américain va discrètement rencontrer plusieurs dirigeants de grosses compagnies pétrolières comme ExxonMobil ou Shell, comme pour préparer le terrain en identifiant comment redistribuer le pétrole irakien une fois Saddam renversé. Quand George W. Bush débarque à la Maison-Blanche, vous l'avez compris, le projet de destituer Hussein devient de plus en plus concret. D'un côté, on a les néoconservateurs comme Wolfowitz ou Rumsfeld qui occupent désormais des postes importants au sein du gouvernement américain et qui, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, intensifient leur campagne idéologique pour renverser Saddam. Dans son livre Price of Loyalty, le secrétaire au Trésor de Bush, Paul O'Neill, explique d'ailleurs que dès le 30 janvier 2001, 10 jours après l'investiture du président, une réunion est organisée dont le thème central est l'Irak. Et de l'autre côté, on a maintenant Dick Cheney, lui aussi néoconservateur, lui aussi favorable à un changement des régimes en Irak. Mais sa motivation principale n'est pas seulement la crainte des ADM, pour lui l'enjeu central c'est le pétrole irakien et l'avantage stratégique qu'il représente. Autrement dit, comme souvent, idéologie et intérêt économique se rejoignent. Il ne restait plus aux néoconservateurs qu'à trouver un prétexte pour passer à l'action, et ce prétexte va arriver quelques mois plus tard, servi sur un plateau en argent. Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Le 11 septembre 2001, l'Amérique est attaquée sur son propre territoire. 2 Boeing 767 foncent dans les tours jumelles du World Trade Center, tandis qu'un 3e avion s'écrase dans le Pentagone. C'est l'attaque terroriste la plus meurtrière de tous les temps, et pour le peuple américain, le 11 septembre 2001 est l'un des jours les plus sombres de leur histoire. Enfin, pour presque tous les Américains. Car quand les attaques du 11 septembre ont lieu, les néoconservateurs du gouvernement Bush voient ce qui est en train de se passer comme une opportunité unique pour enfin réaliser leur rêve qu'ils poursuivent depuis près de 10 ans, renverser Saddam Hussein. Et pour cause, dites-vous que 5 heures seulement après les attaques, et alors que le chaos le plus total règne encore aux États-Unis, Donald Rumsfeld ordonne à la défense de commencer à préparer des plans d'invasion militaire. Il demande notamment si Saddam Hussein pourrait être visé en même temps qu'Oussama Ben Laden, exhortant à une approche massive qui balaye tout, autant les choses liées au 11 septembre que celles qui ne le sont pas. Quelques heures plus tard, c'est George Bush lui-même qui prend la parole à la télévision américaine et prononce cette phrase lourde de sens: « Nous ne ferons aucune distinction entre les terroristes qui ont commis ces actes et ceux qui les abritent ». Même si dans ce discours, le président américain ne cite pas explicitement l'Irak, en coulisses, Bush est convaincu que le régime de Saddam se cache d'une manière ou d'une autre derrière le 11 septembre et cherche désormais simplement des éléments pouvant appuyer cette certitude. Le 12 septembre, le président va notamment demander au coordinateur de la lutte antiterroriste, Richard Clark, de trouver des liens entre l'Irak et Al-Qaïda. The president dragged me into a room with a couple of other people, shut the door, and said, "I want you to find whether Iraq did this." Now, he never said, make it up, but the entire conversation left me in absolutely no doubt that George Bush wanted me to come back with a report that said, Iraq did this. Le lendemain de cette entrevue entre Bush et Clark, donc le 13 septembre, c'est Rumsfeld qui envoie un mémo à l'armée américaine et leur donne 72 heures pour esquisser un plan visant à s'emparer et à contrôler les champs pétrolifères du sud de l'Irak. Quelques jours plus tard, le 19 septembre, le vice-président Dick Cheney charge le directeur de la CIA d'enquêter sur les possibles liens entre Mohamed Atta, l'un des terroristes responsables du 11 septembre, et le régime irakien. Pour appuyer sa demande, Cheney explique posséder un rapport des services secrets tchèques dans lequel on peut lire que Atta a rencontré à Prague en 2001 l'un des hauts dirigeants de l'Irak. Le problème, c'est qu'en réalité, il n'existe pas de lien entre le régime de Saddam Hussein et les attaques du 11 septembre. Et ça, on le sait assez rapidement. Par exemple, dès le 21 septembre, le directeur de la CIA retourne voir Cheney et lui explique que son rapport tchèque sur Mohamed Atta est sans doute faux. Et il n'existe pas de preuve que le terroriste ait rencontré un membre du gouvernement irakien à Prague. Pareil pour les autres terroristes impliqués dans le 11 septembre. À chaque fois, la CIA va enquêter en profondeur pour essayer de voir s'il existait des liens entre les membres d'Al-Qaïda et Saddam Hussein. Et à chaque fois, elle ne va rien trouver. Mais assez étrangement,
Étrangement, quand les services secrets américains envoient leur rapport à Washington pour leur transmettre ces informations, on leur répond toujours la même chose. Mauvaise réponse. We wrote the report, we sent the report out to CIA and down to FBI and said, will you sign this report? They all cleared the report and we sent it up to the president and it got bounced by the National Security Advisor or her deputy. It got bounced and sent back saying, wrong answer. Come on. Do it again. Car la réalité, c'est qu'à ce moment-là, les néoconservateurs et le gouvernement Bush ont déjà pris la décision d'intervenir en Irak. Ils ne veulent que des éléments et des rapports allant dans leur sens et prouvant que le régime de Saddam est un État terroriste qui a des liens avec Al-Qaïda et bien entendu qui construit des armes de destruction massive. Et si les preuves manquent, peu importe. Il suffit de fabriquer un récit, une histoire, de lancer une propagande médiatique massive pour convaincre les Américains que la guerre en Irak est inévitable. Après tout, un mensonge répété 1000 fois finit toujours par devenir une vérité. Mohammed Atta, who was the lead hijacker, did apparently travel to Prague on a number of occasions, and on at least one occasion we have reporting that places him in Prague with a senior Iraqi intelligence official. Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. So yes, there are contacts between Iraq and Al-Qaeda. Saddam Hussein could then be expected to seek domination of the entire Middle East and subject the United States or any other nation to nuclear blackmail. We know they have weapons of mass destruction. We know they have active programs. There isn't any debate about it. À l'été 2002, Richard Dearlove, le chef des renseignements extérieurs britanniques, se rend aux États-Unis pour rencontrer son homologue à la CIA, certain George Tenet. L'objet de leur discussion, l'Irak bien évidemment. Après sa rencontre avec Tenet, Dearlove rentre à Londres et organise une entrevue avec le Premier ministre britannique, Tony Blair, pour lui faire un compte-rendu. Rien de cette entrevue n'était censé être rendu public, mais quelques années plus tard, un document classé secret va finir par fuiter, le mémo de Downing Street. Rédigé le 23 juillet 2002, il rapporte mot pour mot ce que Dearlove avait confié à Tony Blair à son retour de Washington. Et ce qu'on peut lire, c'est que le chef du MI6 est catégorique, la guerre en Irak est désormais inévitable. Le président Bush fait tout pour relier le régime de Saddam au 11 septembre et aux ADM. Et surtout, les renseignements et les faits sont manipulés pour servir cette politique. Il faut dire qu'en même temps, depuis presque un an maintenant, l'administration Bush prépare le terrain. Cheney, Rumsfeld et Wolfowitz multiplient les discours et les interventions publiques pour convaincre l'opinion que Saddam Hussein représente une menace immédiate. There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. Mais tout est sur le point de s'accélérer, puisqu'il a été décidé qu'à la rentrée 2002, le plan d'invasion de l'Irak entrerait dans sa phase finale. Comprenez, Bush va demander l'aval du Congrès puis des Nations Unies pour pouvoir lancer son opération militaire. Et pour l'anecdote, si vous demandez pourquoi avoir attendu septembre 2002 précisément, c'est car selon le chef de cabinet de la Maison Blanche, Andrew Card, d'un point de vue marketing, on n'introduit pas de nouveaux produits en août. Traduction, la guerre est un produit comme les autres et il faut attendre le bon moment pour la promouvoir. Et autant vous dire qu'en termes de promotion, le gouvernement Bush et les néoconservateurs vont pas y aller de main morte, puisque quelques jours à peine après la rentrée, Cheney affirme devant le comité des affaires étrangères du Sénat que Saddam Hussein est en train d'essayer d'acheter du yellow cake au Niger, soit du concentré d'uranium. Le vice-président américain présente même un document top secret pour appuyer ses propos, et pour Cheney c'est donc clair, l'Irak s'apprête à posséder une bombe nucléaire, l'arme de destruction massive par excellence. The only weapon of mass destruction that truly is a weapon of mass destruction is a nuclear weapon. Chemical weapons and biological weapons are battlefield weapons. But a nuclear weapon is a society-altering weapon. Le problème, c'est que toute cette histoire est fausse, et le document de Cheney ne vaut rien, et les experts qui se sont rendus au Niger affirment que cette vente d'uranium n'a jamais eu lieu. Cerise sur le gâteau, le 9 septembre 2002, le secrétaire à la défense Donald Rumsfeld reçoit un mémo dont le sujet est « Veuillez consulter ce document pour savoir ce que nous ignorons au sujet des armes de destruction massive, c'est important ». Quand on regarde le document dont il est question, on peut lire des choses comme « Nos évaluations reposent largement sur des hypothèses analytiques et des jugements plutôt que sur des preuves tangibles. Et surtout, nos informations sur le programme d'armement nucléaire irakien se fondent en grande partie, peut-être à 90%, sur l'analyse de renseignements imprécis. » Autrement dit, on ne peut rien affirmer sur les ambitions nucléaires de Saddam et il faut être très prudent.
Pourtant, vous vous en doutez, c'est tout l'inverse qui va se passer. Cette histoire d'uranium nigérian et d'armes nucléaires va faire le tour de la presse, et les néoconservateurs vont marteler que l'Irak cherchait à obtenir la bombe. Et surtout, pour être certain de ne plus être embêtés par des rapports d'enquête qui n'allaient pas dans leur sens, Rumsfeld, Wolfowitz et Fates vont prendre les choses en main et créer l'Office of Special Plan, une entité de renseignement indépendante, totalement sous le contrôle des néoconservateurs, chargée de produire ses propres analyses du renseignement en dehors des circuits classiques de la CIA ou du département d'État. Oui, exactement comme la Team B 25 ans auparavant. Le problème, c'est que, comme la Team B dans les années 70, les informations publiées et relayées par l'OSP vont être largement exagérées, voire inventées de toutes pièces. Et en même temps, c'est un peu normal, vu que la principale source de renseignement de cet obscur comité, c'est, allez, je vous laisse 2 secondes pour deviner, Ahmed Chalabi, le chef du CNI. Oui, encore et toujours cet homme, qui va pendant de longs mois être l'informateur privilégié de l'OSP et fournir de nombreuses fausses preuves sur les soi-disant armes de destruction massive irakiennes. Et en réalité, les néoconservateurs savent pertinemment que Chalabi n'est pas une source fiable, mais vu qu'il leur raconte exactement ce qu'ils veulent entendre, la véracité de ses propos importe peu. Dès sa création, l'OSP est pensée comme une véritable officine de propagande pour promouvoir la guerre en Irak et pour influencer à la fois les rapports officiels du renseignement et l'opinion publique. Ce qui nous amène donc finalement à octobre 2002, quand après plusieurs semaines de lobbying intense pour vendre la guerre, le président George Bush et les néoconservateurs décident de passer à l'étape finale de leur plan et de demander au Congrès américain l'autorisation de lancer une opération militaire en Irak. Et pour convaincre les membres du Congrès les plus sceptiques, l'administration Bush va publier un long rapport d'enquête. Que dis-je ? Le rapport d'enquête. Un document officiel estampillé CIA truffé de tableaux, de cartes et de chiffres alarmants. Un rapport censé prouver noir sur blanc que Saddam Hussein possède bel et bien des armes de destruction massive, qu'il s'apprête à avoir la bombe nucléaire et qu'il représente une menace imminente pour les États-Unis. Bref, tout ce qu'il faut pour créer l'urgence et convaincre les membres du Congrès d'autoriser Bush à entrer en guerre contre l'Irak. Et ça va redoutablement bien marcher. Le 16 octobre 2002, Bush obtient le feu vert du Congrès pour intervenir en Irak. Il ne restait plus qu'un seul obstacle sur la route des néoconservateurs pour réaliser leur plan, et pas des moindres, convaincre la communauté internationale. I call now on the distinguished Secretary of State of the United States of America, His Excellency Mr. Colin Powell. Au début de l'année 2003, les États-Unis sont sur les nerfs. Voilà plusieurs mois qu'ils essayent de convaincre la communauté internationale de soutenir une intervention militaire en Irak. Mais l'ONU se montre prudent et ne veut pas renverser le régime de Saddam sans avoir de preuves concrètes qu'il dispose bien d'ADM. Après tout, l'Irak est sous embargo international depuis 12 ans et il paraît improbable que le pays possède un arsenal militaire secret. Pour être fixé une bonne fois pour toutes, les Nations Unies décident néanmoins, suite à l'adoption de la résolution 1441, d'envoyer des inspecteurs en Irak pour voir si effectivement le pays possède des ADM. Et au début de l'année 2003, ces inspecteurs sont clairs, ils n'ont pas trouvé d'armes de destruction massive et il leur faut plus de temps. Sauf que ça ne plaît pas ni à Washington, ni aux néoconservateurs. Pour eux, il n'y a aucun doute à avoir, Saddam a des ADM, ce n'est même pas une question, c'est juste qu'ils les cachent aux inspecteurs de l'ONU. The 108 UN inspectors were not sent to conduct a scavenger hunt for hidden materials across a country the size of California. Et on revient donc au 5 février 2003. Voyant que les inspecteurs des Nations Unies n'ont toujours rien trouvé et que la communauté internationale semble assez réticente à autoriser une invasion de l'Irak, le gouvernement américain décide de jouer sa dernière carte, en envoyant son secrétaire d'État, un certain Colin Powell, prendre la parole devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Son objectif, convaincre une bonne fois pour toutes l'ONU et les pays du monde entier de rejoindre une coalition militaire menée par les États-Unis. Powell parle de laboratoires roulants qui fabriquent des ADM. Iraq has mobile biological research laboratories. Des ambitions nucléaires de Saddam Hussein. Saddam Hussein already possesses 2 out of the 3 key components needed to build a nuclear bomb. Et bien entendu des liens entre l'Irak et Al-Qaïda. We know members of both organizations met repeatedly and have met at least 8 times at very senior levels since the early 1990s. Mais surtout, lors de son allocution, Colin Powell va faire quelque chose qui va marquer durablement les esprits. Il sort, devant le Conseil de sécurité de l'ONU, un petit flacon transparent censé contenir de l'anthrax, et affirme que Saddam Hussein développe cette substance comme arme de guerre. Iraq declared 8,500 liters of anthrax, but UNSCOM estimates that Saddam Hussein could have produced 25,000
1,000 leaders. Mais malgré ce discours très offensif de Powell, la communauté internationale n'est pas vraiment convaincue par les arguments des Américains. Hormis les Britanniques qui depuis des mois suivent aveuglément leur allié, de nombreux pays sont sceptiques devant la nécessité d'une invasion militaire en Irak. Et parmi eux, il y en a un qui va se montrer particulièrement virulent face à l'attitude va-t-en-guerre des États-Unis. Un pays habituellement aligné sur Washington mais qui, à ce moment-là, s'oppose à une guerre en Irak et menace même d'utiliser son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce pays, c'est la France. Il y a 10 jours, le secrétaire d'État américain, M. Powell, a évoqué des liens supposés entre Al-Qaïda et le régime de Bagdad. En l'état actuel de nos recherches et informations menées en liaison avec nos alliés, rien ne nous permet d'établir de tels liens. Quelles que soient les circonstances, la France votera non parce qu'elle considère qu'il n'y a pas lieu de faire une guerre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire le désarmement de l'Irak. Les Américains comprennent donc qu'ils n'obtiendront pas l'aval de l'ONU pour leur guerre en Irak. Qu'à cela ne tienne, Washington n'a jamais eu besoin qu'on lui donne la permission pour pouvoir intervenir. Tout est prêt pour renverser Saddam Hussein, il n'est plus question de reculer. Les néoconservateurs sont aux anges, les grandes compagnies pétrolières sont sur le qui-vive pour exploiter le sous-sol irakien, et la majorité du peuple américain attend avec impatience la chute de celui qu'on présente toujours comme un responsable du 11 septembre. Le 17 mars 2003, le président George Bush prend la parole et adresse un ultimatum à Saddam Hussein. Il donne au dictateur 48 heures pour quitter le pays, faute de quoi une coalition militaire dirigée par les États-Unis interviendra en Irak. Sans surprise, Saddam ne répond pas favorablement à cet ordre et 2 jours plus tard, une guerre fabriquée de toutes pièces depuis plus d'une décennie est finalement déclenchée.